Donc, on continue. On connaît maintenant la formule de Ni de T qui est la concentration intrinsèque. Donc, la concentration intrinsèque, ce n'est autre que la concentration des électrons dans le cas intrinsèque. Et donc, c'est une valeur qui est connue. Alors ici, on a la masse de l'électron et la masse du trou qui sont connues, les constantes de Boltzmann et de Planck réduite qui sont connues, l'énergie de gap du silicium, du semi-conducteur qu'on utilise, elle est connue. Et bien sûr, on a besoin juste de la température. Donc, pour un semi-conducteur intrinsèque, si je connais la température, je peux connaître la concentration des électrons. Et bien sûr, c'est elle-même la concentration des trous. Parce qu'on a dit que dans un semi-conducteur intrinsèque, la concentration des trous est égale à la concentration des électrons. Donc, pour un semi-conducteur intrinsèque, on a besoin juste de la température. Donc, en connaissant la température, on peut savoir combien il y a d'électrons et combien il y a de trous par centimètre cube, par élément de volume en général. Maintenant, pour le cas extrinsèque, on va définir cette variable qui est delta n. Delta n, c'est la variation dans la charge, dans la concentration des électrons. Donc, elle est définie comme étant n de t moins p de t. Donc, c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que lorsqu'on aura un dopage n, n de t moins p de t serait positif parce qu'il y aura beaucoup plus d'électrons que de trous. Et dans le cas p, ça va être négatif parce qu'on aura beaucoup plus de trous que d'électrons. Je rappelle que le rôle du dopage, c'est de déséquilibrer les porteurs de charge mobiles. Donc, on n'oublie pas que P de T, c'est égal à N de T, Ni carré sur N de T. Alors ça, c'est la loi d'action des masses. Elle est toujours vraie. C'est la loi de l'équilibre thermodynamique. Donc, c'est une loi qui sera toujours vraie. Et juste ici, pour remarque, le N de T, il est non nul. Alors, le N de T ne sera nul que à température nulle. Nul, c'est-à-dire 0 degré Kelvin, et on ne se positionne pas dans ce cas. C'est un cas qui, même physiquement, il n'est pas possible. Donc, oui, je divise par N, donc je ferai tout le temps des choses pareilles. Peut-être que parfois j'oublierai de noter que N de T est différent de 0, et ces détails mathématiques, je pourrais parfois les esquiver. Donc oui, N de T, il est différent de 0. Donc si je remplace cette forme de P de T dans cette équation, je me retrouve avec ça, delta N qui est égal à N de T moins Ni carré sur N de T. Si je multiplie le tout par N de T encore une fois non nul, je aboutis à cette équation du deuxième degré. Donc le N de T carré moins le delta N fois N de T moins le Ni carré. Donc le tout est égal à 0. C'est une équation du deuxième degré. On peut la résoudre, elle est facile à résoudre. Ça nous donne deux solutions. Donc, la concentration des électrons, c'est cette solution, 1 demi delta nt plus 1 demi racine de delta n carré plus 4 ni carré de t. Donc, j'invite tout le monde à refaire ce calcul. C'est un calcul simple. Bien sûr, ici, je suppose que je suis déjà dans l'intrinsèque, dans l'extrinsèque. Donc, le delta n il est différent de 0. Donc, si le delta n est égal à 0, ça veut dire que je suis dans le cas intrinsèque, et dans ce cas, n de t est égal à ni directement. Donc, c'est ce qu'on avait vu précédemment. La deuxième solution qui est 1 demi delta n moins 1 demi, donc moins 1 demi delta n carré plus 4 ni carré n'est pas valable. On ne va pas la retenir parce que c'est une solution négative et une concentration ne peut pas être négative. Donc, on peut vérifier rapidement qu'elle va être négative. Donc, le delta n au carré plus 4 ni carré, donc ça c'est un truc qui est positif. Rajouter à delta n au carré, ça fait quelque chose de plus grand que delta n carré. La racine de tout ça, ça va être plus grand que delta n, donc 1 demi delta n moins 1 demi quelque chose de plus grand que delta n, ça va faire quelque chose de négatif. Donc oui, c'est un terme négatif, et une concentration négative, c'est pas possible. Donc la concentration des électrons, c'est tout simplement ce terme-là. Alors, on peut déduire la concentration des trous, c'est tout simplement N de T moins delta N. Donc, attention, ici, si jamais on est dans un dopage P, donc le P serait N de T moins
quelque chose de négatif, donc ça va être plus. Donc, il n'y a pas de risque que P de T soit négatif. Donc, ce sera moins un delta N. Donc, dans le cas de dopage P, le delta N est négatif. Donc, ce sera moins, et ça va être positif. Donc, tout simplement, c'est cette formule-là. Donc, attention, delta N ici est positif si on est dans un dopage N, et il sera négatif si on est dans un dopage P. Donc, ce sont des formules un petit peu compliquées avec toutes ces racines et ces carrés. Parfois, pour simplifier le calcul et pour aller plus vite, on va dans des simplifications. Alors, première simplification qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le fort dopage. Alors, qu'est-ce qu'un fort dopage? C'est lorsqu'on a le delta N, c'est-à-dire la variation et la différence entre les trous et les électrons, elle est beaucoup plus grande que la concentration intrinsèque. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a apporté par le dopage, il est beaucoup plus important que ce qu'a apporté la température, ce qu'a apporté l'agitation thermique. Donc, on dit qu'on est dans un fort dopage. C'est un dopage qui est très fort. Donc, dans ce cas, on peut dire que N de T est à peu près égal à delta N. Alors, attention, on n'est pas en train de dire que P de T est nul. Quand on dit que N de T il est proche de delta N, ça ne veut pas dire que P est nul. Ça veut juste dire que P est négligeable devant delta N. Alors, justement, P ne sera pas nul parce que tant que il y a une concentration d'électrons, il y aura automatiquement une concentration de trous. Donc, tant que N de T est non nul, tant qu'on n'est pas à 0 degré Kelvin, il y aura toujours une concentration de trous. Alors, pour donner exemple ici, si j'ai par exemple une concentration d'1 milliard d'électrons par centimètre cube et que j'ai 100 trous par mètre cube. Donc, le delta N, le N serait N moins delta N, ça va être 1 milliard moins 100, ça va être 9 millions et ainsi de suite, ça va être presque 1 milliard. Mais ça ne veut pas dire que 100 est égal à 0. Ça ne veut pas dire que la concentration des trous, elle est égale à 0. Elle sera faible, mais ne sera pas nulle. Donc, ici, quand on dit que N de T est égal à peu près à delta N, on dit qu'on peut négliger P devant le delta N. On ne dit pas que le P est égal à 0. Donc, autre approximation que l'on utilise souvent, c'est ce qu'on appelle l'ionisation totale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'ionisation totale? Alors, quand on rajoute des atomes, par exemple, de phosphore, si j'ajoute, par exemple, 1000 atomes par centimètre cube, j'ai l'impression que les 1000 vont libérer leur électron et s'ioniser. Alors, justement, il n'y a aucune garantie sur ça. Alors, juste, rien ne prouve, ne garantit que les 1000 vont libérer leurs électrons. Il se peut qu'il y ait certains qui vont garder leurs électrons et il y aura plutôt des électrons qui seront libérés par l'effet de température et on ne sait pas ce qui se passe au niveau atomique. Toutefois, on sait que par probabilité, il est très fort probable que les impuretés vont libérer leurs électrons. Donc, quand on dit qu'il y a une probabilité, ça veut dire que une bonne probabilité, ça veut dire qu'il y aura un pourcentage d'électrons, d'atomes qui vont libérer leurs électrons et qui vont s'ioniser. Mais pour ne pas rentrer dans tout ce détail, on suppose souvent qu'on est dans l'ionisation totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai rajouté une concentration ND, alors cette ND va être égale à delta N. C'est-à-dire que la différence entre la concentration de trous qui existait et la concentration de trous qui existe après le dopage, c'est tout simplement les impuretés que j'ai rajoutées. Donc, on va supposer que N de D, la concentration d'atomes dopantes, d'atomes donneurs que j'ai donné, elle est égale à delta N. Alors, si on combine ça avec le fort dopage, on aura delta N qui est égal à ND, et donc qui est égal lui aussi à N de T. Et dans ce cas, on peut déduire que P de T est égal à NI carré sur NT. Alors, ce sont deux hypothèses, deux approximations dans la majorité des cas qui sont vraies, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont
toujours vrai, ça dépend, il faut vérifier les conditions de l'expérience ou du cas étudié. Donc de même pour le type P, on suppose que qu'on a un fort dopage si on a la valeur absolue de delta N. Alors pourquoi je mets ici la valeur absolue de delta N? Parce que dans le type P, dans le cas d'un dopage type P, on a le delta N qui est négatif. Donc j'ai pas voulu rajouter une valeur infinie moins, je préfère mettre la valeur absolue. La valeur absolue de delta N est très grande devant Ni. Attention, dans ce cas, P de T, il est égal à moins delta N. Alors pourquoi je rajoute ici le moins? Parce que le delta N est négatif. Donc attention, P de T n'est pas égal à delta N, il est égal à moins delta N. Alors justement, la formule de P de T, c'est P de T est égal à N de T moins delta N. Donc si je reviens à la définition, ici si je cherche P de T c'est égal à N de T moins delta N. D'accord? Donc si je néglige le N de T devant delta N, j'aurai moins delta N. Donc, P de T, lorsque j'ai un fort dopage, il est égal à peu près à moins delta N, donc pour que ce soit positif. Et le N de T, c'est égal à Ni carré sur P de T, donc sur moins delta N. Si on a encore une ionisation totale, on aura P de T qui est égal à moins delta N, qui est égal à Na. Alors Na, c'est la concentration d'atomes accepteurs qu'on a rajouté. Alors les atomes accepteurs, c'est les atomes de la colonne 3 et les atomes donneurs, c'est les atomes de la colonne 5. Et dans ce cas, on peut déduire que N de T est égal à Ni carré sur Na directement. Maintenant, si on s'intéresse à la localisation du niveau de Fermi. Donc, on connaît maintenant les concentrations, on connaît comment calculer les concentrations. On s'intéresse à ce niveau de Fermi qu'on a mis quelque part à un certain moment et on s'est dit qu'il est fictif. On ne sait pas le localiser. Maintenant, essayons de le localiser. Donc, dans le cas d'un semi-conducteur intrinsèque, c'est-à-dire il n'y a pas d'impureté, les trous et les électrons ont la même concentration. C'est-à-dire que N de T est égal à P de T est égal à Ni. Mais Ni, si vous vous rappelez, c'était le Ni carré, c'était NCPV exponentielle moins EG sur 4. Alors cette formule, on l'avait vu quelques slides précédemment, donc j'essaierai de revenir rapidement. Alors c'est ici, donc on avait vu que N de T fois P de T est égal à NCPV exponentielle, ça c'est EG sur 4T, donc Ni carré c'est tout ça. Si je cherche Ni, je rajoute la racine à tout ça, c'est NCPV exponentielle EG sur 4T. Et bien sûr, j'aurai un demi, c'est ce que je vais retrouver dans ma formule. Ici, j'aurai NCPV racine exponentielle EG sur 2KT. Avec un signe moins, bien sûr. Donc, Ni, c'est ça. Mais en même temps, puisqu'on est dans le cas intrinsèque, Ni, c'est N de T. Parce que la concentration en cas intrinsèque, c'est la concentration des électrons. Or, on sait que N de T, on l'avait précédemment également, c'est exponentiel le niveau de Fermi intrinsèque moins EC sur 4T, multiplié par NC. Donc on aura NC ici et racine de NC ici. On va essayer de ramener tout ça de ce côté-là et mettre un ln pour se débarrasser des exponentielles et on peut aboutir à cette formule ici. Donc on retire le niveau de Fermi intrinsèque qui est égal à EC. Donc on aura les 4T qui vont sauter. Donc EC moins EG sur 2 plus 4T sur 2 ln de PV sur NC. Alors, PV sur NC, PV c'est juste entre PV et NC, il y a une seule chose qui varie, qui change, c'est la masse. Ici, on a la masse du trou et ici, on a la masse de l'électron. Alors, bien sûr, c'est à l'intérieur d'une puissance 3,5. On va faire sortir cette puissance. On aura ici 3 quarts ln MD H sur M2. Bien, alors si on essaie d'analyser cette formule, donc on a le niveau de Fermi intrinsèque, c'est le niveau de conduction moins EG sur 2, donc la moitié du gap, plus 3 quarts 4T ln MDH sur M2. Alors, déjà, dans le cas de température 0,
tout ce terme est nul. Donc, on a le niveau de Fermi qui se trouve exactement au milieu du gap. Alors, si vous vous rappelez, avant, je disais que le niveau de Fermi, je ne cessais de rappeler que le niveau de Fermi n'est pas au milieu du gap. Il est quelque part au milieu du gap, mais n'est pas exactement au milieu. Donc, quand est-ce qu'il est au milieu? Il est au milieu lorsque on est à t est égal à 0. Donc, lorsque t est différent de 0, on sait que MdE et MdH sont proches, donc la masse de l'électron et la masse du trou sont proches, ils sont presque égaux. Donc, ce qui fait que le ln MdH sur MdE va tendre vers 0, ça va être une petite valeur qu'on va multiplier par 3 kT, 3 quarts de kT. Et donc, à température non nulle, on a le niveau de Fermi qui sera légèrement, juste légèrement, c'est une très petite valeur, mais il sera légèrement décalé vers le bas. Donc, pour voir qu'est-ce que ça veut dire ce légèrement, on calcule kT sur 2 ln de PV sur NC. Alors, kT sur 2 ln de PV sur NC, c'est tout simplement 3 quarts de kT MTH sur M2. Alors, EG, l'énergie de gap, c'est 1,1. Donc, la largeur de la bande de gap, c'est 1,1 électron-volt. Et cette valeur ici, c'est moins 0,011. Donc, pour le cas du silicium. Pour le cas du germanium, la bande de l'énergie de gap, la largeur de l'énergie de gap, elle est 0,66 électron-volt. Et cette valeur, elle est égale à 0,0089 électron-volt. Donc, on peut dire de façon approximative que le niveau de Fermi se trouve au milieu du gap, mais avec un léger décalage vers le bas, parfois qu'on ignore. Ça, c'est dans le cas intrinsèque. On a calculé donc le niveau de Fermi, EFI, donc pour dire le Fermi intrinsèque. Maintenant, si on s'intéresse au cas extrinsèque. Donc, on sait que le NI, c'est N de T dans le cas intrinsèque et c'est P de T dans le cas intrinsèque. Donc, c'est NC, niveau de Fermi intrinsèque, moins EC sur KT, et c'est égal également à PV de T, EV moins EFI. Donc, ça, c'est dans le cas intrinsèque, c'est NI. Dans le cas extrinsèque, on sait que N de T, c'est NCT exponentielle, le niveau de Fermi, dans le cas général, moins EC sur KT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et on va rajouter EFI et soustraire EFI. Ça va nous faire deux termes. Un terme dans lequel c'est EFI moins EC et un terme où c'est indépendant de EC. Alors, si on prend ça, ce n'est autre que NI. Donc, c'est NCT exponentielle EFI moins EC sur T, sur KT. Alors, de même pour P, on va introduire ici EFI. On retrouvera ce terme qui n'est autre que NI. Donc, le N de T et le P de T, c'est NI de T multiplié par exponentielle le niveau de Fermi moins le niveau de Fermi si c'était intrinsèque divisé par KT. Donc, si on essaie de lire cette nouvelle formule de N de T, c'est que la concentration des électrons dans le cas extrinsèque, dans un cas de dopage, c'est égal à la concentration des électrons si c'était intrinsèque, multiplié par un exponentiel, la différence entre le niveau de Fermi dans le cas de dopage, moins le niveau de Fermi sans dopage sur KT. Donc, on peut dire que le dopage déplace le niveau de Fermi de la position intrinsèque vers le haut ou vers le bas. Donc, lorsqu'on va doper, il y aura le niveau de Fermi qui sera quelque part. Alors, bien sûr, le niveau de Fermi extrinsèque après dopage ne peut pas être égal à niveau de Fermi intrinsèque, sinon tout ceci serait un nul 0 et ça va être un 1. Et dans ce cas, le N de T serait égal à NI de T. Donc, on reviendrait au cas intrinsèque. Donc, ce n'est pas possible. Lorsqu'on est dans un cas extrinsèque, on a le niveau de Fermi qui est déplacé vers le haut ou vers le bas.
Donc, si on essaye de voir ce décalage et de calculer ce décalage, donc on va reprendre ces deux formules et on sait que N de t et P de t sont égales à ces deux formules qu'on a obtenues de l'équation du deuxième degré. Et on essaie de les intégrer donc avec le niveau de Fermi ici pour pouvoir aboutir à ces deux équations. Donc je vous invite à refaire le calcul. Ça va être donc comme tout à l'heure EC moins EF, donc ou bien on peut tirer le EF qui serait égal à EC moins EG sur 2 moins les 3 quarts de 4T ln MDH sur MDE. Donc ça c'est le terme qu'on avait vu tout à l'heure qui décalait le niveau de Fermi vers le bas, moins 4T ln ce terme-là. Alors ce terme-là, ce n'est autre que l'effet du dopage. Donc si on revient à notre courbe des concentrations, je rappelle que ici, ça c'est l'axe de l'énergie, ça c'est le niveau le plus bas de la bande de conduction, ça c'est le niveau le plus haut de la bande de valence, et ça c'est la surface ici, c'est la concentration des électrons, et la surface ici c'est la concentration des trous. Alors le niveau de Fermi intrinsèque, il est quelque part dans le milieu, un petit peu décalé vers le bas. Donc ça c'est le cas intrinsèque. Dans ce cas, on a cette surface qui est égale à celle-ci. Maintenant, dans le cas de dopage N, ce qu'on aura, c'est qu'on aura une grande concentration d'électrons, c'est-à-dire que la surface de N serait très grande et la surface de P, attention, ne serait pas nulle, elle serait petite. Donc, je rappelle que le produit des surfaces reste le même. Donc, cette surface multipliée par cette surface, il est égal à cette surface multipliée par cette surface, il est égal à cette surface multipliée par cette surface. Bien sûr, si on est à la même température. Donc, on a toujours N de T fois P de T qui est égal à MI carré de T. En ce qui concerne les énergies de Fermi, le niveau de Fermi, alors dans le cas N, il est décalé vers le haut. Donc, plus haut que le niveau de Fermi intrinsèque. Et dans le cas P, il est décalé vers le bas, donc plus bas que le niveau de Fermi intrinsèque.